En 1960 sort Psychose, un film majeur dans le genre horrifique. Il raconte l'histoire du gérant d'un motel, Norman Bates, sous la domination d'une mère possessive et abusive. Mais l'homme cache bien des secrets. Ce que le public d'alors ne sait pas, c'est que tout comme Leatherface de Massacre à la tronçonneuse et dans une moindre mesure Buffalo Bill du Silence des agneaux, Bates est inspiré d'une personne bien réelle et bien plus sombre. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous parlerons de Ed Gein, le boucher de Plainsfield. Edward Ed Theodore Gein voit le jour le 27 août 1906, à La Crosse dans le Wisconsin. Il a un frère aîné, Henry, né 5 ans plus tôt. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il débute dans la vie dans une famille assez peu banale. Son père, George Gein, est fermier. George Gein avait acheté, après bien des errances professionnelles, une ferme de 60 hectares, dont il est bien incapable de s'occuper. Alcoolique notoire, c'est un homme faible et falot, dominé par sa femme, Augusta Gein. Cette dernière est une bigote fanatique religieuse, élevée selon les principes de la religion luthérienne. Elle déteste et méprise fortement son époux, qu'elle rabaisse sans cesse et envers qui elle n'a jamais de mots assez durs. Après la naissance de son premier fils, Augusta Gein avait prié tous les jours afin de donner naissance à une fille. À son grand désarroi, ce ne fut pas le cas. Ed et Henry allèrent à l'école, mais ils n'avaient pas passé la 7e quand Augusta les en retira, en invoquant les besoins de main-d'œuvre à la ferme. Pour le peu de temps qu'Ed Gein passa à l'école, ce ne fut pas pour lui une expérience heureuse. Il n'est guère attentif, il est assez mauvais élève et d'une timidité maladive. De plus, ses camarades se moquent de ses pauvres vêtements, de sa timidité et de son côté efféminé. De son côté, il ne faisait guère d'efforts pour se faire des amis, chaque tentative lui valant une raclée et une sévère punition de sa mère. En retirant ses enfants de l'école, Augusta Gein cherchait à couper ses enfants du monde extérieur, de ses vices, de ses péchés, comme elle le répétait sans cesse. Elle leur faisait cours à la maison, tout en réservant une bonne partie de l'après-midi en lecture de la Bible. Et le soir venu, elle demandait à ses enfants de prier avec elle afin que le père meure. Les rares moments de loisirs d'Ed Gein étaient consacrés à la lecture de romans d'aventure, qui lui permettaient de s'échapper un peu de son quotidien. Parallèlement, la colère de George Gein croît en même temps que sa consommation d'alcool. Il commence par battre sa femme et délaisse de plus en plus sa ferme. Bien qu'Augusta Gein passa le plus clair de son temps à punir et rabaisser ses enfants, dont elle était constamment insatisfaite, Ed Gein avait érigé sa mère au rang de sainte et lui vouait une véritable vénération. Les années passant, Ed et Henry sont maintenant des jeunes hommes. Henry, en grandissant, s'affranchit de l'autorité maternelle et n'hésite pas à se rebeller et à s'éloigner de sa mère. Il décide même d'aller habiter en ville. Quant à Ed, ses liens avec sa mère ne sauraient être plus fusionnels. Il reproche à son frère sa volonté d'émancipation et le lui fait savoir. Ed d'ailleurs qui, s'il travaille en ville comme homme à tout faire, n'est pas prêt à quitter la ferme. Le père décède finalement en avril 1940. Mai 1944. Un feu de broussailles éclate non loin de la ferme. Ed et Henry sortent pour éteindre les flammes, mais une fois l'incendie éteint, Ed revient seul. Il explique à la police venue enquêter sur les causes du sinistre que Henry et lui se sont trouvés être séparés. Quand une équipe de recherche est formée, il les conduit pourtant directement sur le corps sans vie de son frère. Sa tête présente des signes de coups et son corps est épargné par le feu. La conclusion du médecin légiste est que Henry est mort asphyxié. Quelques semaines après, Augusta Gein est victime d'un premier AVC. Ed la soigne comme il peut, mais elle décède en décembre 1945, après un second AVC. Et soudain, son monde s'effondre et il se retrouve seul. Il a 39 ans et ses petits boulots peinent à subvenir à ses besoins.
Une aide de l'État, afin qu'il laisse ses terres en jachère, arrive à point nommé. Il s'enferme alors de plus en plus dans sa propre solitude, et il commence par condamner les pièces préférées de sa mère, comme le salon, l'étage où sa mère avait sa chambre, et un boudoir. Le reste de la maison devient vite insalubre et jonché d'ordures diverses. Il se prend de passion pour la lecture de pulp magazine Indecent, où il se délecte d'histoires de torture, de cannibales, ou encore des récits des crimes de guerre nazis. Il achète également le journal local, sa rubrique favorite étant la nécrologie. Décembre 1954. À Plainfield, le bar local est tenu par Mary Hogan. Originaire de Chicago, la rumeur publique l'a dit liée au milieu de la mafia, sans que cela ne puisse être établi. Cette femme pleine de gouailles vit en célibataire depuis son second divorce. Le 8 décembre, un des habitués de la taverne s'arrête afin d'y boire un verre. L'établissement est normalement ouvert, mais il n'y trouve personne, pas même la propriétaire. Il constate cependant une flaque de sang proche de la porte d'une arrière-salle. Il appelle le shérif, Harold Thompson, qui vient effectuer les premières constatations. Le pick-up de la tenancière est toujours garé à sa place habituelle. La flaque de sang indique que le corps a été traîné et probablement chargé dans un véhicule. Enfin, le shérif trouve une douille de calibre 32 appartenant à un pistolet Mauser. Quelques semaines après, un fermier, Elmo Weck, qui braconnait de temps en temps non loin de la propriété de Ginn, discutait avec ce dernier. Tous les deux étaient des clients réguliers de la Hogan's Tavern, et Ginn semblait particulièrement apprécier la tenancière. Au cours de la conversation, Ginn aurait affirmé que Mary Hogan n'avait pas disparu, mais qu'elle était sur sa ferme. Weck pensa que cela n'était qu'une étrange plaisanterie émanant d'un homme étrange, et l'affaire en resta là. 1957. La saison de la chasse aux cerfs vient à peine de s'ouvrir. Tous les fermiers des environs parcourent les bois à la recherche d'une prise. Bernice Warden tient une épicerie où elle vend à peu près tout et n'importe quoi. Le 7 décembre, Ed Gein se présente à son magasin. Cela fait déjà quelque temps qu'il l'importune. Plusieurs fois, il lui fait des avances et l'invite à sortir. Invitation que Bernice rejette, car elle prend Ed Gein pour un benet un peu inquiétant. Ce dernier l'interroge sur le prix de l'antigel et lui indique qu'il reviendra le lendemain. En effet, le 8, il revient avec un bidon vide que l'épicière remplit d'antigel. Le soir venu, le fils de Bernice, Frank Warden, rentre de sa partie de chasse. Il est un peu déçu car il est bredouille. Il travaille comme adjoint du shérif, et comme tous les gens du coin, il est chasseur. Il passe par la station essence située face au commerce de sa mère pour faire le plein de son pick-up. Le pompiste lui fait part d'un incident. Vers 9h30 du matin, la camionnette de Bernice est sortie du parking en trombe. Un peu plus tard dans la journée, il aperçut Ed Gein en train de rôder autour du magasin. L'adjoint du shérif se dirige vers la boutique, mais malgré les lumières allumées, les portes sont closes. Par chance, il possède le double des clés. Quand il rentre, il constate la disparition de la caisse enregistreuse et surtout une flaque de sang au fond du magasin. Enfin, et à côté de la flaque de sang, il trouve un reçu pour de l'antigel. Il en avise aussitôt le shérif du comté qui, par radio, lance une alerte. Une patrouille, constituée du shérif Schley et son adjoint Chase, se rend à la ferme Gein, mais ils ne trouvent pas le propriétaire des lieux. Ils vont alors aller chez le cousin de Gein, Bob Hill, propriétaire d'un petit commerce. Quand les deux hommes de loi tombent sur les cousins, ces derniers s'apprêtent à partir en ville. Gein est interrogé sur place dans la voiture du shérif, qui lui fait raconter le déroulement de sa journée. Une fois, puis deux fois. Mais de nombreux détails changent entre les deux récits. Le shérif lui en fait la remarque. « C'est un coup monté, » se défend Gein. « À quel sujet ? Ben, au sujet de la mort de Miss Borden. Et comment sais-tu qu'elle est morte ? On me l'a dit. » Ed Gein est officiellement arrêté. Le shérif du comté se rend à la ferme Gein pour une fouille en règle. La porte de la cuisine, qui baigne dans l'obscurité, est enfoncée. Allumant leur torche, les policiers constatent le désordre extrême de la pièce. La vaisselle sale s'accumule ici et là, des caisses et des sacs de vivres traînent par terre, tant et si bien que leur progression est rendue difficile. De plus, l'odeur est à peine soutenable. Le shérif Schley lève sa torche et trouve, au beau milieu de la pièce, une carcasse pendant à une S.
Il pense que Ginn a dû tirer un cerf et il lève sa torche à la hauteur de ce qu'il pense être une pièce de viande. Mais il s'agit en fait de quelque chose de bien plus effroyable. Devant ses yeux porte une carcasse humaine, décapitée, éventrée et vidée. C'est le corps de Bernice Worden, comme il l'apprendra plus tard. Des renforts sont appelés pour fouiller la ferme plus à fond, puis on amène des générateurs et des lampes pour éclairer toutes les pièces, plongées dans le noir faute d'électricité. Et là, un macabre spectacle s'offre à la vue des policiers. Entre les décombres et les détritus, ils retrouvent, tant bien que mal, plusieurs objets confectionnés des mains de Ginn. Entre autres sont un vautourier, un bol taillé dans un crâne humain, des chaises dont l'assise est recouverte de peau humaine, des crânes sur les montants du lit, et une lampe avec un abat-jour en peau. Divers trophées aussi, comme plusieurs nez, crânes, et une boîte remplie de 9 vagins. Mais également, divers vêtements en peau humaine, un pantalon, un corset fabriqué à partir de la peau d'un torse, un masque de peau, et une ceinture constituée de mamelons. La tête de Bernice Worden est posée par terre, dans un sac de toile de jute, à côté de la gazinière. Les policiers tombent également sur les pièces condamnées par Ginn. Parfaitement rangées et impeccablement propres, malgré une couche de poussière, elles tranchent avec la crasse des pièces utilisées par Ginn. Interrogé plus à fond le 18, Ginn est pour l'heure juste accusé de vol à main armée, le temps que les analyses des restes humains soient effectuées. Il commence par confesser qu'il se rendait la nuit dans les cimetières afin de fouiller dans les tombes encore fraîches pour y déterrer des corps. Le lendemain, il commence par nier en bloc les meurtres. Ce n'est qu'au bout de plusieurs heures qu'il admit avoir tué Bernice Worden par accident. Mais il le jure, il n'a jamais connu Mary Hogan. Il faut encore plusieurs heures de patience aux policiers pour qu'il confesse également le meurtre de la tavernière. Son procès s'ouvre le 22. Son avocat commis d'office plaide la folie. On envoie Ginn à l'hôpital central d'État de Wapen afin qu'il passe des analyses. Les psychiatres lui diagnostiquent une schizophrénie et une immaturité émotionnelle. Selon eux, son état vient de sa relation malsaine avec sa mère et les sentiments divergents qu'il avait envers les femmes. Attiré par elle, il ne pouvait cependant pas aller plus loin à cause des sermons que lui prodiguait sa mère. Au travers des vêtements en peau qu'il confectionnait, Ginn cherchait en fait à devenir sa mère. Interrogé sur d'éventuelles relations sexuelles qu'il aurait pu avoir avec les corps, Ed Ginn se défend. Non, il sentait trop mauvais. Pendant son séjour à l'hôpital, les policiers continuent de fouiller la ferme et font de nouvelles découvertes leur permettant de penser qu'il avait tué plus de 2 fois. Sont notamment découverts de vagins fraîchement découpés appartenant à des femmes plutôt jeunes. Or, aucune jeune femme n'avait été enterrée ces jours-ci à Plainfield. Les enquêteurs essayent de relier Ed Ginn à Evelyn Hartley, une baby-sitter d'une quinzaine d'années, disparue à la crosse le jour même où Ginn était chez des amis non loin. Est également retrouvée une Ford blanche n'appartenant pas à Ginn. Georgia Weckler, une habitante de Jefferson et âgée de 8 ans, avait disparu elle aussi, le jour où une Ford blanche rôdait dans la ville. On avait aperçu Ginn ce jour-là dans la ville. Après un séjour d'1 mois à l'hôpital du comté, Ginn est jugé irresponsable, et il est interné jusqu'à ce que les psychiatres pensent qu'il peut être jugé. Après le procès, les biens de Ginn furent vendus aux enchères. Des foules de curieux vinrent dans l'unique but de dérober un trophée, ou simplement dans un but de voyeurisme. Des visites de sa maison sont organisées pour 50 cents. Un entrepreneur de spectacle achète pour $760 le pick-up de Ginn, celui-là même ayant servi à transporter le corps de ses 2 victimes. Il exposait les véhicules dans une foire exposition et on pouvait aller le voir et monter dedans contre 50 cents, jusqu'à ce que le spectacle soit interdit. En mars 1958, la ferme est la proie d'un incendie particulièrement violent. Les pompiers, impuissants, sont incapables d'éteindre le feu, qui consume entièrement la maison. Incendie criminel sans aucun doute, la maison n'étant pas dotée d'électricité. En novembre 1968 s'ouvre le second procès de Ginn. Le seul chef d'accusation retenu est le meurtre de Bernice Worden. Faute de moyens, les autres chefs d'accusation sont abandonnés. Enquêter sur les autres présomptions de meurtre aurait coûté trop cher et il faut faire des économies, et ce, même s'il a avoué le meurtre de Mary Hogan. Ginn, conseillé par ses avocats, plaide pour l'accident. Il aurait voulu examiner un fusil et après avoir chargé l'arme, il aurait tiré par accident.
Il fut cependant reconnu coupable du meurtre avec préméditation de Alice Warden, mais un troisième procès s'ouvrit, s'attachant à découvrir si Ed Gein était accessible à un procès. Or, comme il avait été jugé irresponsable au moment des meurtres, il fut acquitté lors de ce dernier procès. Il fut interné, encore une fois, à l'hôpital central d'État, où il passa 10 ans. En 1978, il est transféré à l'Institut de santé mentale Mendota, où il meurt des suites d'un cancer du poumon en juillet 1984. Conformément à ses derniers souhaits, il sera enterré aux côtés de sa mère, à Plainfield. La justice ne lui reconnut que le meurtre de Bernice Warden, même s'il confessa celui de Mary Hogan.